qu'est-ce qui va faire une mission réussie quand on travaille sur la qualité de vie au travail? C'est l'implication des dirigeants. Alors je dis quelque chose qui sans doute vous paraît assez évident, mais alors le sujet c'est un, comment on peut observer cette implication, deux, comment on peut la générer. Sachant que ce qui va traverser cela sont des discours souvent de façade. Vous avez assez peu de dirigeants qui vous disent que le stress c'est pas intéressant, pas que ça se faisait encore il y a encore 4 ou 5 ans, hein, c'était juste une question de formation, hein. Il fallait apprendre aux gens à supporter l'insupportable. S'ils n'étaient pas capables de supporter l'insupportable, s'ils n'étaient pas compétents. Bon, on ne disait pas exactement comme ça, mais c'était pas très loin. Aujourd'hui, vous n'avez plus trop de dirigeants qui peuvent se permettre de dire que la qualité de vie au travail n'est pas un sujet. Donc, on est bien obligé de transpercer ce type de discours en se disant à quoi voit-on le vrai intérêt des dirigeants pour ces sujets-là, d'une part, et d'autre part, comment peut-on le susciter. Alors, pour moi, il y a deux axes hein, qu'il faut bien avoir en tête. C'est la question de la répartition du pouvoir. Si je suis dirigeant et que j'ai peu de pouvoir, et que je suis en plus peu capable d'en donner, hein, peu capable de déléguer du pouvoir, de la responsabilité, uniquement des tâches, vous voyez bien que tout ce qu'on a dit sur la qualité de vie au travail va s'écrouler. C'est-à-dire que j'aurai des managers intermédiaires qui auront beaucoup de responsabilités mais peu de pouvoir, ce qui est à peu près la définition du stress. Hein, avoir une responsabilité supérieure à son pouvoir d'action. J'aurai des salariés qui seront en position d'obéir, qui seront en position de se soumettre, mais qui ne seront pas en position d'adhérer, puisqu'ils ne sauront pas participer à la définition de leur travail. Donc il y a un premier axe qui me semble tout à fait important, qui est presque un axe un peu philosophique, si je puis dire, qui est où est-ce que je trouve ma valeur ajoutée en tant que dirigeant? Est-ce que je trouve ma valeur ajoutée en tant que dirigeant dans le fait de ne pas déplaire à mon groupe, à mes actionnaires, et de garder le peu de pouvoir dont je dispose et de ne pas le faire sédimenter comme ça dans l'organisation? Ou est-ce que je trouve ma valeur ajoutée dans la performance collective, ce qui peut impliquer de ma part un certain courage, on en parlera avec Daniel, hein, une capacité à affronter ceux qui sont mes donneurs d'ordre, et puis une capacité à faire sédimenter le pouvoir dans l'organisation. Donc voilà, un premier sujet, est-ce que je suis dans une centralisation du pouvoir, ou plutôt dans l'application d'un principe de subsidiarité, qui me semble être un marqueur assez fort de l'implication des dirigeants. Deuxième point, certains d'entre vous le savent, qui me tient beaucoup à cœur, la notion d'exemplarité. Alors il y a une vision simple de l'exemplarité et une vision compliquée. La vision simple, ce qu'on entend partout, hein, c'est comme on dit, voilà, si je demande à mes collaborateurs d'arriver à l'heure, eh ben, j'arrive à l'heure moi-même. Bon, c'est pareil, ça paraît pas très compliqué à comprendre. Deuxième niveau d'exemplarité, enfin, je ne dis pas que c'est pas important, hein. Deuxième niveau d'exemplarité qui me semble un peu plus compliqué. Je suis patron d'une division, c'est un cas réel hein, de coaching individuel, je suis patron d'une division, une grosse division. Et puis alors, les gens de la division d'à côté ne travaillent pas avec les gens de ma division. Quand je leur explique qu'il faut travailler avec les gens de ma division, c'est quand même pas compliqué, travailler en transversal, et que c'est utile, et que c'est important, etc. etc. Bon. Sauf que je ne me pose pas la question de en quoi moi-même je concours à ce que les gens de ma division ne travaillent pas avec ceux de la division. Par exemple, je ne m'entends pas avec le patron de la division. C'est le premier problème. Deuxièmement, dans mon mode d'évaluation, dans mon mode de récompense, dans mon mode de rétribution, je valorise la performance individuelle. Bref, je valorise la rivalité, pour le dire autrement. Vous voyez, donc ça c'est le deuxième niveau d'exemplarité qui me paraît tout à fait important, particulièrement pour les dirigeants. C'est en quoi mon attitude, mon comportement, mes méthodes de travail, mon organisation concourent aux problèmes que justement je veux voir changer chez les autres. Et plutôt qu'expliquer aux autres qu'ils doivent faire différemment, plutôt qu'expliquer aux autres qu'ils doivent changer, qu'est-ce qui, dans ma manière de fonctionner, alimente, sans forcément que je le veuille, d'en faire pavé de bonnes intentions, comme on dit, et qu'est-ce qui alimente cet état de fait. Donc voilà, deux indicateurs qui me semblent tout à fait importants. Puis je finirai par un point qui me semble un peu grave de devoir rappeler, mais je suis souvent frappé de ça quand je travaille avec des dirigeants, c'est que les dirigeants sont avant tout des managers. Ils sont les premiers managers dans l'organisation. Trop souvent, on est frappé du fait que les dirigeants arrivent à un niveau qui fait qu'ils managent eux-mêmes des gens qui sont à un tel niveau. On ne va pas se parler d'entretien annuel, par exemple, ça ne sert à rien. Les gens savent travailler, quoi, donc on n'a pas besoin de parler du travail. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain niveau, le management n'existe plus. Ce qui me semble évidemment un problème, parce qu'en termes d'exemplarité, les choses vont être compliquées.